Bonjour à chacun. Comme vous avez remarqué, nous démarrons à 13 heures pile dans le studio de Zen IT qui organise le webinaire de VDE Legal. Bonjour à chacun et merci d'être là. Alors la première chose que je vous dirais c'est, mon nom est Johan van den Ende et je soupçonne fortement que vous avez déjà tous visité mon site web, donc je ne vais pas me présenter plus en avant. La deuxième chose que je vous signalerai pour que vous puissiez bénéficier de ce webinaire en toute tranquillité, avec une bonne tasse de café en main, c'est que tous ceux qui se seront connectés recevront une note écrite de l'exposé. Je vous remercie donc à nouveau pour votre présence et je vais donc démarrer. L'intervention porte sur la loi du 4 avril 2019 qui, entre guillemets, interdit la dépendance économique. Je vais vous parler de cette loi qui a déjà été revue une première fois par la loi du 2 mai 2019 et les deux lois en même temps ont reçu une coordination par un arrêté royal tout à fait récent du 31 juillet 2020 pour notamment l'introduction des dispositions légales dans le code économique. Vous savez que le code économique, en tout cas de mon point de vue, est un véritable puzzle et donc cette coordination était bien nécessaire. Donc, la loi du 4 avril 2019, la dépendance économique, qui introduit aussi une notion de clause illicite, des pratiques trompeuses et agressives, et nous parlons bien d'un champ d'application entre entreprises. Il ne s'agit pas de refaire une législation sur la protection des consommateurs. Il s'agit bien d'une législation qui régit les relations entre entreprises, donc entre commerçants. Certaines de ces dispositions sont déjà rentrées en vigueur. Les pratiques trompeuses qui sont visées par la loi le 1er septembre 2019, la dépendance économique en tant que telle le 22 août 2020, donc il y a déjà quelques mois, et les clauses illicites entrent en vigueur le 1er décembre 2020, raison de l'actualité de l'exposé d'aujourd'hui. Alors, essentiellement, en ce qui me concerne, je pense que cette loi a deux grandes parties. Une partie de principe qui est l'interdiction de l'abus de la dépendance économique. Il s'agit donc bien d'une notion d'abus de dépendance économique. La dépendance économique en elle-même, contractuellement régie et organisée, n'est pas condamnée par le législateur. C'est son abus qui est contestable. Et la deuxième partie qui est plus réglementaire, qui va viser un certain nombre de pratiques entre entreprises, à nouveau. Il s'agit, au sens habituel du terme, de pratiques déloyales, plus précisément les pratiques qualifiées de déloyales par la loi, les pratiques qualifiées d'abusives, les pratiques trompeuses et les pratiques agressives. Donc nous avons tout un panel de dispositions légales qui sont introduites, qui permettront certainement des contestations multiples, d'autant plus que le texte même de la loi, et donc du Code économique actuellement, permet effectivement des appréciations subjectives de la part du juge, et donc je pense que la jurisprudence future sera très intéressante à suivre. Je reviens un instant en arrière sur les clauses abusives et sur les pratiques abusives. La loi introduit effectivement une double notion. D'une part, les pratiques abusives qui sont visées par l'article 4 de la loi, et d'autre part, les clauses abusives qui sont visées par les articles 17 et 19 de la loi. Il s'agit de ne pas confondre les deux, puisque les différences sont notables. Il s'agit d'une part évidemment d'une pratique et d'autre part d'une clause contractuelle. La sanction sur les clauses contractuelles est très claire, c'est la nullité de la clause. L'article 19 de la loi est très clair là-dessus. La clause est nulle. Le contrat, si c'est possible, continue d'être contraignant. Je reviens donc à un certain nombre de définitions qui sont nouvelles. Alors, la dépendance économique est une nouvelle notion introduite en droit belge. D'autres pays la connaissent déjà depuis quelque temps. Je pense notamment à la France, qui l'a introduite il y a un certain nombre d'années, notamment pour réguler les contrats de distribution entre les grandes chaînes de distribution et leurs fournisseurs. Il y a de la jurisprudence disponible en France sur le sujet déjà,
mais elle n'est pas mutadis transférable en Belgique. Les spécificités ne sont pas les mêmes. Alors, qu'entend le législateur par une dépendance économique? La loi elle-même dit qu'il s'agit d'une position de sujétion d'une entreprise à l'égard d'une ou de plusieurs autres entreprises, caractérisée par l'absence d'alternatives raisonnablement équivalentes et disponibles dans un délai, à des conditions et à des coûts raisonnables, permettant à celle-ci ou à chacune d'elles, à celle-ci d'imposer des prestations ou des conditions qui ne pourraient pas être obtenues dans des circonstances normales de marché. Donc ça, c'est la définition de la dépendance économique. Suit alors l'interdiction. Est interdit le fait pour une entreprise d'exploiter de façon abusive une position de dépendance économique dans laquelle se trouvent une ou plusieurs entreprises à son ou à leur égard, dès lors que la concurrence est susceptible d'être affectée sur le marché belge concerné ou une partie substantielle de celui-ci. Donc l'interdiction vise à la fois l'abus de la dépendance économique, mais encore faut-il que cet abus ait un impact sur le marché belge concerné. Alors, je reviens un instant à la définition de la dépendance elle-même. Il y a un certain nombre de caractéristiques sujets à discussion et à définition et à caractérisation future par la jurisprudence. La sujétion, j'ai repris simplement la définition du Larousse, état de quelqu'un d'un groupe soumis à un pouvoir, à une autorité arbitraire et contraignante. Il s'agit donc effectivement d'une relation très strictement hiérarchisée, la suggestion, mais la question que je me pose et qui mérite, je pense que vous vous interrogez aussi, c'est lorsque l'on conclut un contrat, volontairement, un contrat c'est un échange de volonté. Est-ce que l'on peut se mettre volontairement en sujétion ou pas? Je poursuis les autres caractéristiques de la définition. L'absence d'une alternative raisonnable. C'est quoi une alternative raisonnable? Comment le juge va-t-il pouvoir éventuellement évaluer l'existence ou non d'une alternative raisonnable? La charge de la preuve est sur les épaules de qui? De l'entreprise qui domine ou de l'entreprise qui subit? Si on applique les règles traditionnelles, c'est actori incobit probatio, c'est celui qui demandera qui devra apporter la preuve. Donc c'est une définition qui prête à discussion. Alors il faut que l'alternative soit non seulement raisonnable, mais qu'elle soit équivalente, c'est-à-dire pas similaire ou identique, mais équivalente. À nouveau, il y a une approche subjective qui devra être demandée de la part de celui qui devra juger le dossier. Disponible dans des circonstances normales de marché. Ici, il s'agit d'une discussion que l'on retrouve fréquemment sur l'existence d'un marché ou l'absence de l'existence d'un marché et de la définition des mécanismes normaux d'un marché. Au niveau de la jurisprudence, à Luxembourg, par exemple, la Commission européenne considère qu'il y a des marchés qui virtuellement existent ou pourraient exister. Et ça, quant à savoir comment un marché doit fonctionner de manière normale, qu'est-ce que c'est la demande, qu'est-ce que c'est l'offre, comment se rencontre-t-elle, à quel prix? Il y a des prix Nobel d'économie qui ont été donnés sur des études pareilles. Donc je pense que cela semble être évident quand on le lit, les circonstances normales de marché, mais si vous avez un dossier à défendre, je pense qu'il y a un travail à fournir qui est certainement important et peu évident à apporter. De ce côté-là, effectivement, de la manière dont on se retrouvera soit éventuellement à l'ABC, donc à l'autorité belge de la concurrence, ou devant un tribunal judiciaire, les choses pourront être considérées de manière différente. Vous savez qu'à l'ABC, l'auditeur éventuellement pourra disposer d'autres moyens d'investigation
que les parties elles-mêmes à un procès, puisque dans une procédure judiciaire, le juge est, entre guillemets, inactif. C'est les parties à la procédure qui doivent activer le dossier. Donc ça, c'est la première partie, c'est l'interdiction de principe de l'abus de dépendance économique, sa définition et son interdiction en cas d'utilisation abusive. Quand y a-t-il position abusive? Alors, le problème du législateur, c'est qu'effectivement, il introduit la notion, mais il ne définit pas ce que c'est une pratique abusive ou ce qu'est une position abusive. Le débat est évidemment ouvert à ce niveau-là. Par contre, il donne des indications très nettes sur ce que dans un contrat peut être considéré comme étant une clause abusive. Ce qui n'est pas la même chose. Alors les clauses abusives, elles sont interdites. Il y a un principe général qui prévoit que toute clause abusive est interdite et nulle. Donc il y a une nullité dans le texte légal. Le contrat reste contraignant pour les parties s'il peut subsister sans les clauses abusives. C'est la sanction de la clause, pas nécessairement du contrat. Quel est le but recherché par le législateur? Le législateur semble le définir de manière un peu indirecte dans son article 20 en indiquant « en vue d'assurer l'équilibre des droits et obligations entre les parties dans les ventes de produits ou en vue d'assurer la loyauté de transactions entre entreprises, le roi peut, par arrêté, pour les secteurs d'activité professionnelle ou les catégories de produits qu'il détermine, compléter les articles pertinents du code économique. » Donc, première chose, c'est le but du législateur, c'est de créer un équilibre entre les partenaires à un contrat. Quel équilibre? La question reste posée. Entre entreprises. Mais surtout, il y a une délégation au roi pour organiser secteur par secteur les éventuelles clauses abusives. Donc il faudra surveiller dans un avenir proche les arrêtés royaux qui sortiront, qui organisent effectivement, secteur par secteur, les clauses abusives qui seraient frappées légalement de nullité, simplement par leur existence. À cet égard, j'attire déjà votre attention qu'il y a déjà 2 exceptions d'application dans des secteurs particuliers dans la loi, qui instaurent effectivement déjà des exceptions complètes ou partielles pour les marchés publics et pour les services financiers. Si les pratiques abusives sont en concordance et en relation, me semble-t-il, assez directes avec la définition de la dépendance économique, par contre, les clauses abusives elles-mêmes existent contractuellement sans que nécessairement il y ait dépendance économique ou qu'il y ait eu un abus de cette dépendance économique. Donc, il faut être attentif à cette différence. Et le législateur, comme dans le cas du consommateur, crée plusieurs catégories de clauses dites abusives. D'une part, il y a les clauses abusives très nettes, au nombre de 4, qui de toute façon sont interdites. Il s'agit de prévoir un engagement irrévocable de l'autre partie alors que l'exécution des prestations de l'entreprise est soumise à une condition dont la réalisation dépend de sa volonté. Conférer à l'entreprise le droit unilatéral d'interpréter une quelconque clause de contrat. En cas de conflit, faire renoncer l'autre partie à tout moyen de recours contre l'entreprise. Constater de manière irréfragable la connaissance ou l'adhésion de l'autre partie à des clauses dont elle n'a pas eu effectivement l'occasion de prendre connaissance avant la conclusion du contrat. Cette dernière clause, qui est une clause que l'on retrouve de manière assez traditionnelle dans les contrats, qui dit « vous avez reçu toutes les informations et vous reconnaissez les avoir reçues toutes », devient effectivement insuffisante. Il faudra dorénavant effectivement
pouvoir démontrer l'effectivité de la prise de connaissance. On remonte là-dedans à l'ancienne loi qui a été modifiée à plusieurs reprises et intégrée aussi à son tour partiellement dans le Code économique. C'est la loi sur l'information précontractuelle qui avait été créée à l'époque essentiellement pour les contrats de franchise, mais qui en fait s'applique à toutes sortes à tous les partenariats. Mais ici, donc cette clause bateau est condamnée par la loi de 2019, donc maintenant par le Code économique. Et deuxième catégorie qui est créée par le législateur, c'est à côté de ces clauses que l'on qualifiera de noires, en faisant le parallèle avec la protection du consommateur, il existe aussi une catégorie de clauses grises. La liste des clauses grises est composée de 8 exemples que vous retrouverez dans la note. Je ne vais pas tous les reprendre ici parce que ce sera peut-être un peu long et contraignant, mais il s'agit effectivement de 8 clauses qui sont présumées, et là ça c'est important de le souligner, elles sont présumées être abusives. Donc la preuve contraire peut être apportée. Donc, clause noire, clause grise et l'interdiction de principe des clauses abusives. Encore faut-il pouvoir démontrer en quoi elle est abusive si elle n'est pas reprise, ni dans les clauses noires, ni dans les clauses grises. Mais donc, il y a 3 catégories. L'interdiction de principe de l'abus, ce qui en fait rejoint les principes généraux du droit. On n'abuse pas de son droit. Les clauses noires et les clauses grises. S'ajoutent à ces clauses abusives dans la loi également les autres clauses dont je vous ai déjà très succinctement nommées, les pratiques déloyales. Il y a dans la loi l'instauration de pratiques d'interdiction entre entreprises de pratiques déloyales et de pratiques trompeuses. Il y a donc une différence entre une pratique qui est déloyale et une pratique qui est trompeuse. La pratique déloyale en tant que telle n'est pas définie par le législateur. Il renvoie simplement à une clause générale en disant « en particulier l'irrespect des autres dispositions légales sont déloyales ». Ça rappelle effectivement l'ancienne loi sur... je me perds maintenant. Que l'on invoquait en cessation, où il était prévu qu'effectivement l'irrespect d'une disposition légale était en soi un comportement déloyal. Donc là, c'est une disposition générale sur la pratique déloyale. Elle reste à démontrer en quoi elle sera déloyale. Mais on se retrouve effectivement devant le juge des cessations et il faut démontrer, la charge de la preuve est à nouveau chez le demandeur. Par contre, le législateur donne une définition d'une pratique trompeuse. La pratique est trompeuse si elle contient des informations fausses et qu'elle est donc mensongère, ou que d'une manière quelconque, y compris par sa présentation générale, elle induit ou est susceptible d'induire en erreur une entreprise. Je vous rappelle qu'on est entre commerçants ici, donc entre professionnels en principe. Donc ce serait un professionnel qui induira en erreur un autre professionnel. En ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, même si les informations présentées sont factuellement correctes, donc on pourrait induire en erreur avec des éléments véritables, et que dans un cas comme dans l'autre, elles amènent ou est susceptible de l'amener à prendre une décision relative à une transaction qu'elle n'aurait pas prise autrement. Donc vous avez là le comportement déloyal, le comportement trompeur qui lui est défini par la loi, par le code économique, le droit économique, et vous avez effectivement une définition de la tromperie qui est en soi extrêmement large. La déloyauté, quant à elle, consiste simplement à ne pas respecter une disposition du code du droit économique quelconque. Autre définition que l'on reçoit, je reviens un instant sur les pratiques trompeuses.
Je vous ai donné la définition générale que vous retrouverez dans les notes, ce sera nettement plus simple à analyser. Mais le Code économique dit déjà une pratique du marché est réputée trompeuse. Ici aussi, c'est réputé trompeuse. Donc ici aussi, il y a une possibilité de contester la tromperie. La pratique de marché trompeuse peut porter sur l'existence ou la nature du produit, sur les caractéristiques principales du produit, sur l'étendue des engagements de l'entreprise, le prix ou le mode de calcul du prix, la nécessité d'un service ou d'une pièce détachée complémentaire, la nature, les qualités et les droits de l'entreprise ou de son intermédiaire, les droits de l'autre entreprise ou les risques qu'elle peut encourir. Ce sont effectivement, ici aussi, en matière de pratiques trompeuses, des clauses que l'on peut qualifier de grises plutôt que de noires, mais elles doivent attirer l'attention nécessairement de ceux qui rédigent un contrat. Dans tous les contrats de distribution, vous avez des dispositions contractuelles qui régissent la nature du produit, l'existence, sa livraison, la caractéristique de ce qui va être livré, son prix, l'étendue de l'engagement, notamment les garanties, le mode de calcul du prix, la révision du mode de calcul de prix, la nécessité d'un service complémentaire, etc. Toutes ces dispositions qui sont réputées grises sont en fait des dispositions qui sont généralement reprises dans des contrats de distribution quelconques. Que ce soit une franchise, que ce soit une concession, que ce soit un partenariat quelconque, même nommé, un contrat d'agence, je pense que tous les contrats de distribution peuvent être visés et méritent effectivement une nouvelle lecture attentive des dispositions, ou en tout cas de leur rédaction et certainement de leur pratique. Donc le législateur introduit alors une dernière catégorie. Je vous rappelle que les catégories introduites sont les pratiques déloyales, les pratiques abusives, les pratiques trompeuses, et maintenant la dernière catégorie, les pratiques réputées agressives. À nouveau, il s'agit de pratiques qui sont réputées agressives. Donc, il ne s'agit que d'une présomption qui est réversible, me semble-t-il. Mais qu'entend-on par une pratique agressive? Une pratique de marché est réputée agressive si, dans son contexte factuel, compte tenu de toutes ses caractéristiques et des circonstances, elle altère ou est susceptible. À nouveau, est susceptible. Donc ici, on introduit un contexte subjectif, d'altérer de manière significative. Donc il ne suffit pas d'altérer, il faut l'altérer de manière significative. Du fait du harcèlement, de la contrainte, et la loi va très loin puisqu'elle y ajoute, y compris le recours à la force physique, ce qui dans notre monde occidental est quand même plutôt rare de faire signer avec une contrainte physique un contrat, ou une influence injustifiée. Quelle est l'influence injustifiée? La liberté de choix ou de conduite de l'entreprise à l'égard du produit et par conséquent l'amène ou est susceptible à nouveau de l'amener à prendre une décision relative à la transaction qu'elle n'aurait pas prise autrement. Le fait que c'est d'être susceptible vise, à mon sens, toutes les opérations de marketing et de communication qu'une entreprise peut avoir, puisque par nature même, la communication et le marketing est susceptible de vous faire adhérer à l'achat d'un produit que vous mettez sur le marché. Donc je pense que l'on est effectivement ici dans des définitions qui sont larges et qui vont certainement générer un contentieux dans l'avenir. Alors, je reviens un instant en arrière. Je vous ai déjà parlé des clauses abusives. J'en terminerai avec les pratiques abusives, où effectivement il y a 5 clauses noires qui sont visées par la loi. Vous les retrouverez dans la note. Le refus d'une vente, d'un achat ou d'autres conditions de transaction, l'imposition de façon directe ou indirecte de prix d'achat ou de vente, ce qui est quand même important parce que lorsque les intermédiaires se voient imposer des prix de vente minimum ou maximum pour organiser le réseau de vente d'une entreprise, il faut donc, on est éventuellement là dans une pratique abusive. Il ne s'agit pas d'une présomption, je le souligne, c'est bien, ce sont des clauses noires. Donc il faudra être extrêmement attentif.
La limitation de la production, des débouchés ou du développement. Ici, effectivement, on va se retrouver peut-être, si vous limitez la production, les débouchés, c'est-à-dire si par exemple vous avez un concessionnaire dans la province du Luxembourg et vous lui interdisez de vendre au Grand-Duché, vous allez rentrer en conflit avec les dispositions européennes qui interdisent effectivement ce type d'interdiction de passer de limitation de débouchés. Le fait d'appliquer à l'égard de partenaires économiques des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un avantage dans la concurrence. Donc l'entreprise devra avoir un comportement transparent et égalitaire dans toutes ses décisions. Si vous accordez c'est quasiment la clause de l'entreprise la plus favorable. Vous devrez quasiment donner à tous vos, dans le cadre d'un contrat de distribution multiple, toutes les entreprises qui distribueront le produit devront bénéficier des mêmes conditions. La cinquième clause, c'est le fait de subordonner la conclusion. Ici, on parle de la conclusion, donc on est déjà au stade de la négociation du contrat. On n'est plus dans l'exécution, on est déjà avant l'exécution, on est dans la négociation. Le fait de subordonner la conclusion des contrats à l'acceptation par les partenaires économiques de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. Il faudra donc, non seulement le législateur prévoit une obligation importante d'information au départ pour la conclusion du contrat, mais prévoit également que si vous infligez des prestations complémentaires, elles doivent nécessairement être liées à l'objet même du contrat. Elles ne doivent pas être sans lien avec l'objet même du contrat. Donc je pense qu'effectivement, une première conclusion, c'est faut-il revoir les contrats de distribution? Je pense que ceux qui sont conclus à partir du 1er décembre 2020 devront effectivement tenir compte nécessairement des nouvelles dispositions légales. Reste à savoir quel est l'impact des nouvelles dispositions légales sur les contrats existants. Je vous ai déjà donné les dates d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, 1er septembre 2019, 22 août 2020 et 1er décembre 2020, ce qui veut dire qu'effectivement les dispositions sont en vigueur. Question traditionnelle, ces dispositions s'appliquent-elles aux contrats en cours? Le législateur n'a rien dit dans les dispositions transitoires. Il faut donc revenir aux principes généraux pour savoir si ces dispositions s'appliquent ou ne s'appliquent pas. Et à cet égard, je vous rappelle 3 notions distinctes, bien connues de tous les juristes, et je présume qu'il y a énormément de juristes qui m'écoutent. C'est les lois d'ordre public, les lois impératives et les lois de police. En ce qui concerne les lois d'ordre public, à mon sens, elles s'appliquent immédiatement. Donc, elles visent les contrats en cours. Sur les lois impératives, la discussion sera plus difficile, puisque c'est celui qui est protégé qui devra revendiquer la protection. Quant aux lois de police, je vous réfère à la jurisprudence actuelle, notamment en matière de concession. Vous savez que la loi de 1961 sur les concessions exclusives s'applique à toutes les concessions en Belgique, même si celle-ci bénéficie aussi d'un territoire à l'extérieur de la Belgique, et s'applique d'office tel qu'une... Même si ça provoque une énorme jurisprudence avec les concédants étrangers qui souvent sont piégés par la loi de 61 ne connaissant pas les dispositions d'ordre public qui s'appliquent notamment en matière de dénonciation et d'indemnisation en fin de contrat. Je pense que tous les contrats de distribution, quelle que soit leur définition, seront visés par notamment les dispositions d'ordre public de la loi de 2019. Je pense qu'effectivement, la loi de 2019, du 4 avril 2019, intégrée actuellement dans le Code de droit économique, ce sont des dispositions d'ordre public qui trouveront à s'appliquer aux contrats en cours. Je pense qu'il y a donc un énorme
un énorme travail de révision des contrats et d'actualisation des contraintes contractuelles pour pouvoir répondre effectivement aux nouvelles définitions légales qui sont en cours, notamment les clauses abusives, mais aussi de manière générale les comportements qui sont visés. Et je les répète encore une fois, si je retrouve mon papier, voilà. Les pratiques déloyales, les pratiques abusives, les pratiques trompeuses et les pratiques agressives. Je pense qu'effectivement, outre la révision des contrats, il y a peut-être une communication interne dans les entreprises à envisager à l'égard des services commerciaux vers l'extérieur, parce que effectivement, on a connu la publicité trompeuse et agressive, mais ici, on va au-delà de ça. On étend le champ de ces pratiques à toutes les pratiques autres que celles qui étaient actuellement visées par le type de disposition sur les pratiques déloyales. Et donc je pensais qu'il était effectivement utile, sinon nécessaire, d'avoir une discussion sur le problème, sur la dépendance économique telle qu'actuellement elle est en vigueur en Belgique. Je pense qu'un certain nombre de législations peuvent nous éclairer pour une jurisprudence future. Je vous ai déjà cité l'exemple français. Je pense également, et ce sera aussi un élément à envisager, quel est le juge qui sera compétent pour juger d'un certain nombre de ces pratiques? Sera-ce le juge judiciaire ou devrons-nous aller auprès de l'autorité de la concurrence? La question est ouverte pour un certain nombre de choses, de questions. Et je pense qu'il faut aussi bien faire la distinction, et je pense que déjà au niveau d'un certain nombre de textes théoriques qui ont été publiés, il y a une distinction claire à faire. Il ne faut pas confondre l'abus de dépendance économique et l'abus de position dominante dans un marché. Donc là aussi, il y aura du travail jurisprudentiel à faire pour que l'on puisse à l'avenir voir plus clair dans la volonté du législateur. Je vous remercie pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. J'avais visé 30 minutes. Maintenant, si vous avez des questions, celles auxquelles je pourrais répondre tout de suite, je répondrai. Celles qui méritent une attention plus particulière, j'y répondrai par mail. Si vous activez votre micro et votre caméra, je répondrai à votre question. Merci. Bon, Zenith me fait signe que l'enregistrement complet sera disponible sur la chaîne YouTube, sur le site Vidéo Légal, dès cet après-midi. Et je pense qu'au moins demain, vous aurez déjà une copie de la note qui a servi de support à mon exposé. Je suis bien entendu à votre entière disposition si vous avez des questions au quotidien. Je vous remercie pour votre attention.